Temps de l'info, notre fait du jour, c'est un homme du jour. Et c'est vous, Arthur Saradin, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Je suis sincèrement touchée de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'être là. Vous êtes correspondant de LCI au Liban. Vous revenez tout juste de Syrie. Vous êtes allé dans le palais présidentiel parmi les tout premiers à la chute de Bachar al-Assad. Vous étiez dans la prison de Sednaya, à l'intérieur de cette prison, lors de sa libération. On voit, regardez, 2 images de vous, travail incroyable. Vous avez fourni un travail incroyable sur le terrain et il n'y a personne qui pourra dire le contraire. Vous avez été extrêmement précieux pour nous tous et pour nos téléspectateurs, pour les Français, parce que vous nous avez rapporté de l'intérieur ce qui se passait de plus fort et de plus grave. On en parle toujours et on vous reçoit avec Isabelle Saporta, avec Philippe Val, avec Elisabeth Martichoux et avec Guillaume Roquette. D'abord, on revient sur cette intervention quand vous rentrez le 9 décembre dernier dans le palais présidentiel de Bachar al-Assad. Le dictateur vient de tomber. Je me trouve dans un lieu qui est entièrement abandonné et qui était pourtant, il y a 48 heures, encore le lieu le plus sécurisé peut-être de toute la Syrie. Il s'agit du palais présidentiel de Bachar el-Assad. Autour de moi, des pièces gigantesques, ces coupoles, ce marbre, ces luminaires, des meubles en marqueterie dans à peu près toutes les pièces, dont certaines ont été pillées par des habitants qui sont rentrés dans la première fois dans ce lieu qui était interdit pour la plupart des Syriens. Ils ont volé de la porcelaine ou des objets qui appartenaient au régime ou à la famille Assad. Pour l'instant, ils sont partis. Le lieu est sous contrôle d'HTS, le groupe rebelle qui a pris la ville hier après-midi. Vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu, vous, ce moment d'histoire? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un moment d'histoire. Oui, alors c'est un moment d'histoire et puis c'est quelque chose, moi, que j'ai vécu de manière très particulière, de simplement même rentrer en Syrie. Et de rentrer en Syrie sans le régime de Bachar el-Assad. Le simple passage de la frontière était absolument hallucinant. C'est-à-dire de rentrer, de voir les portraits déchirés, les blindés encore en feu, ces explosions qu'on entendait qui étaient des tirs de l'armée israélienne partout autour de la ville. Et puis de rentrer dans ces lieux qui étaient, 48 heures plus tôt, disons, le symbole d'un pouvoir indéboulonnable. Ce palais, ce sont des hectares entiers de pièces en marbre gigantesques qu'on pénétrait pour la première fois, dont on avait simplement accès par des images, celles des copieuses réceptions qu'organisait Bachar el-Assad. Et puis, moi, je me souviens aussi du côté presque kafkaïen du palais. On avait des pièces qui donnaient l'impression presque de n'avoir jamais été ouvertes, avec des clés sur les serrures, avec des fois même des petits échantillons de tapisserie qui avaient été utilisés pour choisir les rideaux et qui avaient été laissés sur des bureaux entièrement vides. Il y avait toute la folie et, disons, l'exubérance d'un régime qui s'était quand même hissé sur une pauvreté terrible de la population syrienne, qu'on pénétrait et qui avait été abandonnée du jour au lendemain. Et symbole de ce basculement immédiat, vous voyez des Syriens arriver, des familles rentrer dans le palais pour même se prendre en photo et garder pour souvenir ces restes de cette dictature. Ah oui, déjà il y avait une jouissance quand même de la part de la population syrienne qui non seulement connaissait le symbole de cette tyrannie, mais l'avait vécu, de pouvoir rentrer dans un palais, aussi se servir. On voyait aussi eux-mêmes découvrir le goût du luxe qu'avait Bachar el-Assad. On avait vu beaucoup de porcelaine française, beaucoup de belles montres, de belles marqueteries. Alors certains Syriens se sont quand même servis, parce que c'est aussi avec l'argent des impôts de la population syrienne qu'avait été bâti cet édifice. Mais oui, il y avait quelque chose de très particulier dans cette découverte, qui était aussi la découverte d'une coquille vide, qui était à la fois l'image de la tyrannie, mais aussi l'image du départ. Ce palais a été abandonné du jour au lendemain. Alors, sans rien nous dévoiler de trop secret ou qui vous mettent en difficulté, mais est-ce que vous pouvez lever un tout petit peu le voile sur la manière dont ça se passe pour vous? Comment vous travaillez à ce moment-là pour pouvoir entrer dans cet instant si particulier dans ce palais présidentiel? Mais en fait, de manière très simple. C'est-à-dire que moi, je suis habitué de travailler surtout au Liban. Et au Liban, on doit faire quand même beaucoup attention aux milices qui, on dit souvent, ont un peu l'espionnite. On n'aime pas trop les journalistes, on n'aime pas trop voir venir la presse avec des caméras et fouiller. Du côté des rebelles de HTS, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils nous ont laissé rentrer dans le palais. Alors, ils avaient évacué la plupart des civils pour éviter les pillages. On sentait que les rebelles ne voulaient pas donner vraiment une image de désorganisation. Ils n'avaient pas vraiment envie qu'on fouille, qu'on photographie les salles qui avaient été fouillées. On l'a fait quand même, qui avaient été pillées notamment. Mais on a pu le faire avec une espèce de très étrange facilité, tous ces lieux qui avaient été les lieux du pouvoir, et c'est ce qui renforçait chez nous un sentiment vraiment très particulier de pénétrer l'impossible, c'est qu'on a passé des portes qui avaient été fermées pendant un demi-siècle de dictature de la famille Assad, et on rentrait dans
un inconnu, un peu connu, parce qu'on avait quand même beaucoup d'images qui nous parvenaient. Arthur Saradin, grâce à vous, autre séquence extrêmement forte que l'on a pu vivre, vous étiez dans la prison de Sednaïa quand elle a été libérée. Là, c'est l'horreur mise à nu, c'est l'abattoir humain, comme on le dit souvent, dans lequel vous rentrez, symbole du pire de cette dictature. On revoit cet extrait également 9 décembre dernier. Oui, c'est une scène absolument historique qui se joue derrière moi, la libération de la prison de Sednaïa, la plus meurtrière du régime de Bachar el-Assad. Ils sont plus de 30 000 à avoir été tués entre ces murs. Des milliers ont été torturés parfois depuis plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Certaines personnes retrouvées en vie ici étaient là depuis les années 80. C'est avant même le pouvoir de Bachar el-Assad. Alors, vous l'entendez autour de moi, il y a ces tirs de joie, ce sont les tirs des groupes rebelles, notamment les islamistes de HTS, qui ont repris cette prison hier soir. Et ce que vous voyez tout autour, ce sont des milliers de familles qui montent en réalité le chemin vers la prison de Sednaïa pour essayer de retrouver leurs proches. À ce moment-là, vous découvrez l'ampleur de la barbarie, bien sûr. Mais est-ce que vous découvrez quelque chose de pire que tout ce qu'on peut imaginer, que tout ce que vous avez peut-être pu imaginer, vous qui travaillez dans la région, malgré tout, depuis un moment maintenant ? Je pense qu'il y avait la froideur, en fait, de cette barbarie. C'est-à-dire que Sednaïa, on en a des témoignages depuis des années. Ça fait des années que des rescapés racontent les tortures, et les pires, racontent les expériences des gardiens sur les détenus, raconter les cuves d'acide, raconter les presses humaines, raconter tout ce qui avait servi à exterminer finalement des opposants politiques pendant des décennies. Il y avait quelque chose de très violent quand on s'était pendant des années imaginé à quoi pouvaient ressembler ces pièces, à quoi pouvaient ressembler ces lieux, à voir à quel point la barbarie était tout à fait rudimentaire, très simple, des petites pièces, des engins du commun, des pneus, des barres de fer, et de s'imaginer tout ce qu'a été l'horreur pour les détenus, la torture, la mort, la violence, d'une barbarie qui était finalement si accessible pour les gardiens, c'était quelque chose de très violent. Sednaïa, ce sont des bâtiments gigantesques, labyrinthiques, mais ce sont aussi des toutes petites pièces de torture, des toutes petites geôles où s'entassaient les condamnés, parce que finalement ceux qui étaient emprisonnés ne sortaient souvent que par la mort. Il y avait une vraie violence à mettre une image et un linéament sur ce qu'on nous avait raconté et qu'on avait seulement imaginé. Vous avez une force du récit, je me permets de le souligner, qui est quand même incroyable. Et je ne veux pas tomber dans le pathos, mais je vais quand même vous poser la question. Parce que j'estime qu'on ne le fait peut-être pas suffisamment. Comment vous allez ? Comment vous allez ? Parce que vous l'avez vu, ça, en première ligne. Et quand vous enregistrez ce plateau, vous vous filmez, vous êtes tout seul. Vous êtes avec votre téléphone. Ça tire autour de vous. À l'issue de tout ça, comment allez-vous ? Sans doute mieux que tous ceux qui se trouvaient autour de moi à ce moment-là. Oui, il y a une difficulté, c'est sûr, à entendre les récits de la torture, à le voir. Je pense surtout aux familles qui le découvraient. C'est-à-dire que tous les gens qu'on voit autour de moi dans cette vidéo, dans ce live, ce sont des milliers de Syriens qui se pressent pour essayer de trouver leurs proches. Et il y avait une sorte de désarroi qui était terrible à ce moment-là, c'est que des fois quelqu'un sortait de la prison et on entendait... Un détenu a été libéré, un détenu a été libéré. Et d'un coup, toutes ces familles s'imaginent et tentent de reconnaître sur les visages un trait connu d'un proche qui a parfois disparu depuis plus de 10 ans et essaient de se ruer en criant, eux, à leur tour, un détenu a été libéré, un détenu a été libéré, et se pressent pour essayer de découvrir s'il s'agit d'un frère, d'une sœur, d'une mère, d'un père. Et je pense que ça a ravivé aussi un traumatisme pour la population syrienne de rentrer, de pénétrer dans Sednaïa. Et puis de voir aussi les milliers de prisonniers de toutes les autres prisons qui ont pu apporter leur récit à leur famille de ce qu'avaient été des années de torture. Certains n'étaient pas sortis depuis la Révolution et depuis 2012. On a pu voir dans certains quartiers de Damas des gens qui revenaient pour la première fois depuis 12 ans et qui racontaient à leur famille 12 ans de disparition. C'est des familles qui les pensaient parfois mortes. Donc disons que le poids du traumatisme en Syrie est absolument vertigineux et on fait face sans doute à peut-être l'un des plus grands chantiers mémoriels du XXIe siècle en Syrie. C'est faramineux. Vos questions, vos réactions, Isabelle ? Sur les images, on voit des tractopelles et on voit effectivement qu'on creuse. Est-ce que vous pourriez nous raconter ces espèces d'emmurements en fait aussi des prisonniers Oui, en fait, Sednaïa, c'est vraiment une prison qui a été faite pour torturer jusqu'au bout. Et
le premier, disons, dans l'architecture de la torture, il y avait cette idée de perdre les prisonniers. Et donc, c'est une architecture qui est très anarchique, Saad Naya. Vous voyez, le bâtiment ressemble à une sorte d'étoile à 3 branches. Alors, vous avez une aile qui est dédiée notamment aux pires tortures, hein, le bâtiment rouge. Il y avait des sous-sols à Saad Naya. Des toutes petites trappes, des toutes petites portes, des portes qui étaient parfois dérobées derrière des cuisines pour accéder à des geôles. L'idée, c'était que personne ne puisse s'échapper, d'autant que le terrain autour était miné si des prisonniers voulaient s'en aller. Et l'idée, c'était aussi de perdre, de créer la confusion chez ces prisonniers qui étaient baladés de cellule en cellule, de torture en torture. Et donc oui, nous on s'y perdait même dans cette prison. On passait par un sous-sol, on se retrouvait dans un autre. Certains du régime avaient emmuré des parties pour aussi perdre les groupes rebelles. On rentrait par des tout petits escaliers, on passait par des trous. Les tractopelles étaient là pour en creuser d'autres, donc ça rajoutait à la confusion. Et puis il faut rajouter, là ce qu'on voit dans les images, les milliers de personnes qui se pressent et qui déambulent de salle en salle dans le labyrinthe de Saad Naya. Donc il y avait quelque chose aussi de terriblement anxiogène dans ces lieux, oui. Philippe Val. Alors, vous dites santé immémorielle, et derrière ces mots un peu techniques, il y a une déchirure humaine, irréparable, l'impuissance à ce que ça ne se soit pas produit. Les gens voudraient que ça ne se soit pas produit, et ça s'est produit. Ils porteront ça dans leur conscience, toute leur vie. Et c'est quelque chose qu'on n'imagine pas quand on ne l'a pas vécu. C'est très difficile, et quand on essaye de l'imaginer, c'est vertigineux. C'est vertigineux. Et vous avez vu tout ça, vous êtes reporter de guerre. Que pensez-vous, moi, c'est une vraie question pour moi, que pensez-vous de ceux qui, ici, d'abord, n'ont pas trop conscience de tout ça, mais qui plus est, se sont réjouis quand, par exemple, comme Mélenchon, quand il a dit Poutine va régler le problème syrien en laissant Assad au pouvoir, en sauvant le régime de Hafez el-Assad. C'est du délire. Pour moi, je trouve ça bon, voilà. Et quand Marine ou quand Bardella dit c'est une catastrophe géopolitique la chute d'Assad. Qu'est-ce que vous ressentez, vous qui voyez les choses sur place en vrai et l'effet de tout ça sur les corps? Je pense en tout cas que la question du régime de Bachar el-Assad a été sans doute le révélateur parfait de toutes les compromissions des camps politiques à l'international, quels qu'ils soient. Fût-ce la gauche française, l'extrême droite française, la droite française, ou le spectre politique d'autres pays à l'international. Ceux qui ont été prêts, par campisme, à cautionner ce qu'a été le régime de Bachar el-Assad, se retrouvent aujourd'hui dans une position un petit peu particulière face à la découverte, en tout cas, les preuves devenues irréfutables, mais qui, à mon avis, l'étaient déjà depuis des années. Hein. On avait déjà ces témoignages, on avait déjà ces images. La prison de Saad Naya, pourquoi nous on y va le premier jour? C'est parce qu'on la connaît, on ne la découvre pas. Human Rights Watch parlait de l'archipel des tortures, l'abattoir humain, c'était Amnesty International qui en parlait. On était tous au courant des horreurs de Saad Naya. Et pourtant, des députés français s'étaient pris en photo dans la ville de Saad Naya avec une bonne bouteille de vin. Et vous savez, il y a un site qui s'appelle Syrie Factuelle qui a fait une liste de tous les députés français. Et on voit qu'il couvre à peu près tout le spectre politique qui s'était rendu, qui avait cautionné le régime de Bachar el-Assad. Évidemment, ça a été une compromission terrible et un abandon des populations syriennes qui aujourd'hui explique pourquoi des groupes parfois plus radicaux ont pris la main quand d'autres voulaient pacifiquement se soulever contre le régime. Hein. C'était quand même le début des printemps arabes, le soulèvement contre le régime. Et ben voilà quel a été le résultat de cet abandon. Guillaume Roquette. Oui, j'ai une question presque technique à vous poser. Vous travaillez dans des conditions très, très chaotiques, de grande confusion, avec aussi une grande charge émotionnelle. Comment faites-vous pour être sûr de ne pas être manipulé, pour voir que on n'essaie pas de camoufler une partie de la réalité? On se souvient qu'une de nos consoeurs de CNN a cru interviewer un prisonnier qui sortait d'une prison, je crois que c'était à Damas, et qui s'est révélé en fait être un agent du régime. Exactement. Oui, d'ailleurs, qui était un truc qui était quelque chose de très courant hein, à la fin au moment de la chute de Bachar el-Assad. Beaucoup de prisonniers d'opinion ont été transférés pour que les membres du régime qui se trouvaient dans les prisons puissent se mettre en civil et ne pas être dénoncés par ceux qu'ils avaient torturés au moment de l'arrivée des rebelles. Ça, c'est un témoignage qu'on avait beaucoup reçu de beaucoup de prisonniers. Nous, comment on garde une distance? Alors, évidemment, c'est des fois compliqué d'avoir une distance émotionnelle avec ce qu'on voit, avec ce qu'on vit. La question, c'est de savoir à qui on parle et pour qui on parle. Nous, on ne parle pas pour le régime de Bachar el-Assad, on ne parle pas spécialement pour les rebelles. D'une manière générale, au Proche-Orient, on se trompe si on parle pour un axe ou si on parle pour un camp. On parle, et c'est
d'une manière d'ailleurs très simple de retomber sur ses pattes. On parle pour les civils, on parle pour ceux qui sont souvent les premières victimes des tortionnaires, des guerres, et donc qu'il s'agisse du conflit israélo-palestinien, qu'il s'agisse de la guerre au Liban, qu'il s'agisse de la chute d'un régime. Nous on parle pour ceux qui en sont les premières victimes, et les premières victimes, c'est ceux qui sont autour de nous, c'est ceux qui sont dans nos images, c'est ceux qui sortent de ces prisons, c'est ceux qui les visitent pour la première fois, et puis leurs témoignages sont partout, on a juste à les interroger, c'est notre seule distance en fait, ces gens-là. C'est leur vie et c'est souvent leur martyr. Vous faites partie de l'honneur du journaliste qui consiste à rapporter les faits. Et donc, vous dites je travaille pour les civils, mais étant au Liban, vous l'avez dit vous-même, vous avez une proximité, en tout cas un contact permanent avec les milices, avec le Hezbollah, pro-iranien. Le HTS n'est pas pro-iranien, mais ce sont des rebelles islamistes. Le contact que vous avez eu avec eux, est-ce que vous avez une grille de lecture par rapport à ce qu'ils veulent faire de la Syrie aujourd'hui? Alors, je m'appuie sur votre question, Elisabeth Martichoux, parce qu'on a entendu Anthony Blinken, encore ces dernières heures, mettre en garde HTS sur leur capacité à mettre de l'ordre, de la stabilité et du pacifisme. Les talibans ont montré un visage plus modéré, ou du moins ont tenté de le faire lorsqu'ils ont pris le contrôle de l'Afghanistan. Puis leur vrai visage est apparu. Le résultat est qu'ils restent largement isolés dans le monde. Mise en garde, ne faites pas comme les talibans. Il y a un manque de confiance quand même, voire peut-être de la défiance qui peut s'installer. Elle est justifiée au regard de votre grille de lecture. Je raccroche avec Elisabeth. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la Syrie est à un tournant évidemment historique d'un régime qui s'est effondré après 50 ans de tyrannie, et que d'abord les Syriens commencent par célébrer la chute de ce régime. Ensuite vient le défi du chantier de la reconstruction. Et le chantier de la reconstruction en Syrie, il est total. C'est à la fois la reconstruction physique. On était, nous aussi, avec Elsie, on avait vu les images de la Ghouta, par exemple, qui sont des quartiers entièrement ravagés, ceux qui avaient été bombardés au sarin. Donc, vous voyez, on est sur un chantier qui est gigantesque. On a aussi un chantier mémoriel, comme je disais, qui est gigantesque, et évidemment un chantier institutionnel qui peut être encore plus grand, parce qu'il va falloir recréer une démocratie et assurer une transition dans un pays qui a connu 50 ans de dictature et 13 ans de guerre, qui est encore partiellement morcelé avec des territoires contrôlés par des Kurdes, des poches de l'État islamique, des membres de milices turques au nord qui veulent assurer une zone tampon pour la Turquie vis-à-vis des Kurdes. Donc on est encore dans un marasme syrien. Le sac de nœuds syrien ne s'est pas dénoué avec la chute du régime, qui est quand même la première étape qui était indispensable pour une transition. Maintenant, la question en effet, c'est de savoir si les nouveaux maîtres, les nouveaux libérateurs que sont HTS, vont vouloir se battre pour conserver le pouvoir et imposer peut-être ce qu'ils avaient imposé à Idlib, qui était un gouvernorat qu'ils contrôlaient, qui n'était pas spécialement un modèle de démocratie, qui était un modèle d'opposition au régime de Bachar el-Assad, mais sans doute pas de démocratie, ou s'ils vont faire le choix sans doute plus raisonnable, et c'est ce que la communauté internationale essaie en tout cas de pousser, en tout cas à travers les tractations qu'on voit aujourd'hui, à simplement négocier avec les autres forces en présence. La Syrie ne s'est pas libérée toute seule, HTS n'est pas le seul groupe en présence, vous avez des minorités druzes, notamment à Soueda dans le sud du pays, vous avez des groupes armés rebelles qui ne sont pas islamistes, qui ne sont pas proches de HTS, et vous avez une opposition laïque qui est souvent à l'étranger, qui a fui, mais qui veut faire partie de cette reconstruction. Toute la question va être de savoir si chacun aura sa voix au chapitre et si le modèle que propose HTS sera un modèle différent. C'est un chantier qui est faramineux. Et est-ce qu'avec HTS, c'est le retour en force des djihadistes, certains se feraient presque passer pour des repentis, vous le savez bien sûr mieux que nous tous. Et pourtant, j'ai regardé votre travail à nouveau ces dernières heures, et vous avez rencontré lors de l'un de vos reportages à Damas Katab, 24 ans, qui est arrivé d'Idlib et qui dit « Moi, je fais partie d'un mouvement djihadiste à l'intérieur de HTS. Nous sommes de féroces combattants », donc il le revendique, et il dit que sa vie s'est faite dans le nord-est syrien, contrôlé par les rebelles islamistes. Avec HTS au pouvoir, est-ce que c'est à nouveau un sanctuaire djihadiste qui s'inscrit, qui se prépare en Syrie? Encore une fois, toutes ces réponses vont se trouver dans l'année qui va suivre. C'est-à-dire que HTS, quand même, n'est pas un groupe comme Daesh qui revendique le djihad international. Les vues de HTS sont avant tout nationalistes et syriennes. C'est de l'islamo-nationalisme. C'est un groupe islamiste dans la mesure où qu'on entend par islamiste, c'est-à-dire qui veut qu'il y ait une vision de l'islam au pouvoir dans la sphère du politique, à savoir maintenant, comme je disais, s'ils vont mettre de l'eau dans leur vin avec les autres groupes qui, eux, ne sont pas islamistes et qui revendiquent aussi le droit de participer à l'exercice du politique en Syrie. HTS s'est quand même battu contre Al-Qaïda, contre l'État islamique et Idlib.
On sait aujourd'hui aussi que les tractations diplomatiques avec HTS, notamment de la France, des États-Unis, visent aussi à avoir des garanties de continuer à combattre les poches de l'État islamique qui existent dans le désert syrien près de Palmyre par le groupe HTS. Donc, ce n'est pas forcément une preuve du retour en force du djihad international. Toutefois, il est vrai que des groupes comme Daesh ont toujours été des profiteurs de chaos et vont peut-être, voire sans doute, vouloir profiter de cette transition encore fragile d'un pays qui est encore dans le souffle de ce renouveau très précaire pour grandir. Et leur meilleure arme, ce sont les jeunes qui ont été martyrisés par 13 ans de guerre. Ce jeune dont vous me parlez, Khattab, aujourd'hui il dit qu'il veut rejoindre l'armée régulière. Il fait partie de ces jeunes qui sont assez disciplinés vis-à-vis des consignes de HTS et donc qui est plutôt pour déposer les armes et rejoindre une armée syrienne. Peut-être que d'autres jeunes, si la crise économique se poursuit en Syrie, si une aide n'est pas apportée à la Syrie, notamment une aide humanitaire, et si l'international n'accompagne pas la reconstruction de la Syrie, pourrait être un vivier pour d'autres groupes radicaux, voire de nouveaux groupes radicaux. Daesh n'est pas le seul. D'autres émanations peuvent naître du chaos. C'est souvent ce qui s'est passé dans cette région. Philippe Val. Compte tenu de l'aide de la Turquie et des ambitions de la Turquie dans la région, que doit-on espérer ou craindre pour l'avenir des Kurdes qui sont en Syrie? La Turquie qui exige ces dernières heures que les Kurdes déposent les armes. C'est important de le préciser. Encore une fois, on est sur le problème classique en Syrie. Vous avez une confrontation d'intérêts sur un même territoire. À la fois les Kurdes qui revendiquent une souveraineté sur une partie de la Syrie vis-à-vis du Kurdistan historique, mais qui occupent finalement beaucoup plus que devait être le projet national kurde. Vous avez la Turquie qui, elle, exige sur des milliers de kilomètres, sur presque 1000 kilomètres de frontières, une zone tampon qui l'éloignerait des Kurdes. Et vous avez maintenant HTS, les nouveaux maîtres au pouvoir, qui essaient pour l'instant de négocier avec les Kurdes, parce qu'ils ont forcément envie d'une Syrie unifiée. La question, c'est de savoir si dans cette Syrie unifiée, il y aura une autonomie kurde au nord-est. Est-ce que les groupes kurdes vont vouloir tenir des villes qui sont des villes arabes, comme Raqqa par exemple? Oui, les Kurdes ont participé à la libération de Raqqa de l'État islamique, mais Raqqa reste une ville arabe qui, dans sa population, rejette la présence kurde. Il y a aussi l'intérêt des bases américaines, qui sont aussi alliées des Kurdes. Enfin, vous voyez, on retombe dans le panier de crabes syrien. Tout va se jouer, si possible, par la diplomatie et la négociation. En tout cas, c'est ce que tout le monde essaie de faire en ce moment, et HTS avec les puissances occidentales en premier lieu, c'est d'essayer de trouver des compromis pour ne pas retomber dans une logique militaire de confrontation qu'on voit pourtant encore éclater au nord syrien, avec des confrontations qu'on a encore vues hier avec des groupes armés kurdes. On va aussi parler de la Russie dans un instant, mais question d'Elisabeth Martichoux. Dans ces images vos images de la Syrie libérée, on ne voit pas de femmes. Pratiquement pas. Pourquoi? Peut-être aussi parce que, alors on en voit à Saadnaya, c'était surtout des mères qui rentraient dans les prisons pour trouver leurs enfants. Dans le palais présidentiel, on a vu surtout des groupes armés, des groupes rebelles, donc évidemment des hommes. Il y a quand même la liesse des Syriens, ceux qui sont dans la rue. Si. On se souvient de scènes de liesse, de libération, on en a connu ici même. On ne voit pas de femmes, très peu. Alors, il y a eu ces dernières heures des manifestations à Damas pour la démocratie et les droits des femmes, justement. La question plusieurs du centaines droit de des femmes, elle va de toute façon se poser par les premières concernées, qui sont les femmes qui ont commencé à manifester en Syrie. Il faut aussi comprendre que pendant que les hommes étaient au combat, les femmes en Syrie ont pris une place encore plus importante qu'elle ne l'était dans une société qui était déjà très patriarcale et paternaliste. Les femmes ont beaucoup plus travaillé qu'il y a 20 ans, ont occupé beaucoup plus de postes importants, d'infirmières, de médecins, de juges. On espère, en tout cas, les forces laïques et démocratiques en Syrie espèrent qu'elles pourront garder avec le nouveau régime, disons, cette position, voire affirmer leurs droits dans un régime de Bachar el-Assad qui aussi était un régime qui était aussi patriarcal. Disons que dans le renouveau syrien, les femmes ont tout intérêt à porter leur voix et à imposer leur position vis-à-vis aussi de groupes islamistes qui, on l'a vu à Idlib, étaient des groupes aussi très conservateurs, à commencer vis-à-vis des femmes. À Idlib, il y avait le voile obligatoire, il y avait des zones qui étaient distinctes pour hommes et femmes dans des lieux publics, dans certains restaurants. La question, c'est de savoir si c'est un modèle qui va être implanté par la force en Syrie, ou si les populations damassènes, qui sont beaucoup plus, on va dire, moins conservatrices, vont réussir à imposer leur voix dans le renouveau syrien. Il faut aussi comprendre que les Syriens ont connu pendant plus de 13 ans la guerre et le conflit.
il y aurait quand même pas forcément une justesse, mais une intelligence politique de la part de groupes même conservateurs au pouvoir à lâcher du lest sur ces questions-là auprès d'un peuple qui a été entièrement martyrisé s'ils veulent garder la paix sociale et le soutien international. Donc la pression internationale est importante, la pression d'un peuple qui a fait réussir à aboutir sa révolution pendant 13 ans et qui ne lâchera sans doute pas la pression pour voir advenir une nouvelle tyrannie peut aussi être un élément très important pour la Syrie de demain. Et encore une fois, donc on va aller revoir des images de centaines de manifestants à Damas ces toutes dernières heures pour la démocratie et justement pour le droit des femmes. Guillaume Roquette. Oui, on sait que des djihadistes français se sont battus depuis 13 ans auprès des rebelles contre le régime de Bachar. En avez-vous rencontré en Syrie? Alors, pas des djihadistes français. On a pu voir par contre des djihadistes internationaux. Moi, je me souviens avoir vu un djihadiste des Pays-Bas. Et ça va être une grande question, notamment pour les démocraties occidentales, de savoir quel va être le retour de ces potentiels djihadistes, notamment si les puissances occidentales décident la normalisation du groupe HTS et des relations diplomatiques avec ce groupe, parce qu'il y aurait une vraie dissonance cognitive à la fois poursuivre des membres qui se sont battus auprès d'un groupe qu'on reconnaît désormais comme légitime et faisant partie d'une armée régulière. Voilà, ça va être un peu compliqué. Il y a aussi la question du camp d'Al-Hol, par exemple, et notamment des enfants des djihadistes, qui est une question qui ne se pose pas maintenant, mais depuis des années, sur le rapatriement des enfants français, qui sont tout à fait innocents dans ce conflit, qui ont été souvent enlevés par leurs parents et qui devraient pouvoir avoir leur retour assuré en France dans des conditions particulières de rapatriement, mais qui sont aujourd'hui dans des camps absolument misérables au nord de la Syrie. Je pourrais vous écouter des heures, mais le temps file. Arthur Saradin, je voudrais qu'on parle de la Russie et de votre travail à Beyrouth, puisque vous êtes implanté à Beyrouth. Vladimir Poutine, lors de sa conférence de presse, je mets beaucoup de guillemets, de fin d'année, a expliqué qu'il n'avait pas encore rencontré Bachar al-Assad, et surtout il nie toute défaite russe dans la chute de Assad. Vous qui avez été sur le terrain, vous qui les avez peut-être croisés, ces convois russes militaires quitter les deux grandes bases militaires russes sur le territoire syrien, vous en pensez quoi? Que la Russie a encore des intérêts de toute façon en Syrie, même si pour l'instant elle déserte et en effet, elle n'a pas soutenu le régime de Bachar el-Assad, trop occupé sur le front ukrainien. Ça nous montrait à quel point aussi ce régime, la tyrannie de Bachar, ne tenait qu'à ses aides extérieures. Le Hezbollah sur le terrain et la Russie dans les airs. Le Hezbollah étant non pas défait, mais extrêmement affaibli depuis la guerre au Liban, et la Russie trop occupée sur le terrain ukrainien, le régime s'est effondré de lui-même avec une armée qui n'avait pas forcément envie de mourir. Vous savez, l'armée de Bachar el-Assad, c'est parfois des gens qui sont mobilisés en service militaire depuis plus de 10 ans, n'avaient pas forcément envie de mourir pour la pérennité de ce régime. Donc, on voit de toute façon, alors que ce soit de la Russie ou des autres puissances et des impérialismes régionaux qui souvent se croisent et se confrontent dans la région, eh bien un changement de paradigme total. On voit aussi cette progression des troupes israéliennes en territoire syrien, on voit ce retrait du Hezbollah, on voit ce cessez-le-feu qui tient d'un fil seulement au Liban. Il y a une recomposition de facto depuis le 7 octobre du Proche-Orient qui va s'affirmer et se poursuivre dans les années à venir. Alors justement le Liban, autre extrait de vous, en direct sur LCI, on est le 4 octobre 2024, vous intervenez et là, un bombardement. On a été assez inquiets sur le moment. Regardez. Oui, absolument. Il y a un sentiment de double peine pour ces populations syriennes réfugiées qui, pour beaucoup, habitaient en fait au sud du Liban ou au sud de la capitale et qui se sont retrouvés, ces derniers jours, la cible, des tirs israéliens. Alors, on les entend encore aujourd'hui, d'ailleurs, derrière moi à Beyrouth. Vous voyez là, peut-être vous entendez les bombardements. C'est les bombardements de la banlieue sud. Celui-là est particulièrement impressionnant. Voilà, on les entend tous les soirs. C'est cette banlieue sud qui est aujourd'hui... Bon, je suis désolé, on les entend vraiment beaucoup ce soir. C'est ces habitants de la banlieue. Et là, inquiétude. Inquiétude de toute la rédaction, bien évidemment. Vous, comment vous vivez cette situation au Liban? D'ailleurs, on sait on n'en parle plus au jour le jour, mais on est quand même dans une course contre la montre. On est dans un cessez-le-feu, mais certainement très précaire. Comment ça peut se dessiner? C'est compliqué. Vous savez, pendant 1 an au Liban, on a vécu une guerre qui était une guerre tout à fait larvée au sud du pays, à la frontière, avec des tirs du Hezbollah, des répliques de l'armée israélienne, qui étaient des répliques meurtrières, mais qui se concentraient sur une toute petite portion du territoire. À partir de septembre, la guerre est devenue nationale. C'est-à-dire que les bombardements ont touché tout le sud du Liban, toute la plaine de la Bekaa, tout le sud de Beyrouth, et moi qui habite un peu à cette jonction, aussi des quartiers du nord de Beyrouth. C'était extrêmement impressionnant, ça a été terriblement meurtrier pour les civils, et la séquence qu'on voit aujourd'hui
se jouer, elle est très particulière. C'est qu'on a un cessez-le-feu qui va prendre fin d'ici fin janvier, avec des conditions qui sont de part et d'autre le retrait du Hezbollah, le retrait de l'armée israélienne, qui pour l'instant ne sont pas respectés parce que, alors le Hezbollah n'a pas pour l'instant tiré du côté israélien. Je crois qu'on a eu qu'une frappe côté Hezbollah depuis maintenant un mois. L'armée israélienne continue de bombarder certaines zones, se réserve un droit de rentrer dans le sud du Liban et poursuit l'occupation de certains villages et aussi leur destruction, ce qui touche de nombreux habitants. Évidemment, tout va se jouer notamment au mois de janvier. Le Liban a promis l'élection d'un président de la République le 9 janvier. Donc déjà, pour un pays qui n'a plus de président depuis 2 ans, ça va être un retour aussi d'une figure institutionnelle potentielle, si tous les anciens partis milices du pays arrivent à se mettre d'accord sur un nom. Et puis ensuite, tout va se jouer dans la capacité des acteurs à maintenir le cessez-le-feu à la frontière et simplement arrêter les raids, les tirs de missiles, les destructions. Mais tout ça se joue sur un fil depuis plus d'1 an. Et vous y retournez dans peu de temps donc au Liban, vous vivez à Beyrouth. Et d'ailleurs, puisque c'est le moment de faire la connaissance avec nos téléspectateurs, qu'ils apprennent mieux à vous connaître, je peux donner votre âge ou c'est une indiscrétion? Vous pouvez. Vous avez 24 ans, Arthur Saradin, vous avez 24 ans, vous avez été présélectionné pour le prix Albert Londres pour votre travail, qui est vraiment formidable. C'est l'occasion, au nom de toute la rédaction, de vous remercier pour ce que vous faites. Bravo à vous. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est l'heure de... Vous travaillez seul, je le précise. Vous travaillez seul. Ça renforce quand même, encore une fois, la puissance de votre travail. Et je pense que les gens ne le savent pas forcément. Merci à vous. Merci à vous.